Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci à nos invités aussi d'avoir répondu présent pour ce débat ce soir que je me réjouis d'animer avec vous. L'idée c'est que vous participiez aussi à la fin et que vous ayez l'occasion de poser vos questions. J'ai envie de vous entendre Pietro Beschetti. Donc aujourd'hui on parle de réformer un système qui a été pensé effectivement dans les années 60-70, introduit en 1985. Donc, quel but, en fait, il avait été pensé à l'époque et qu'est-ce que son histoire peut nous apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a encore comme impact aujourd'hui? Eh bien, son histoire peut nous apprendre beaucoup de choses, notamment sur les formidables enjeux qui se cachent ou qui se situent derrière la mise sur pied de cette architecture assez compliquée qu'est le deuxième pilier. Alors, je vais évidemment pas retracer l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. D'ailleurs, vous la trouverez ici pour la modique somme de 15 francs, je crois. C'est la minute de publicité, je la fais toujours au début. Mais je vais le dire donc de manière assez résumée et un peu peut-être trop résumée quelquefois. Mais en gros, le système du deuxième pilier se construit, si vous voulez, en parallèle avec l'AVS. Le débat sur la prévoyance vieillesse commence au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, mais disons début du XXe siècle. Il y a une grande date, c'est 1918, la grève générale, où une des revendications, la seule grève générale qu'on a connue en Suisse, où une des revendications importantes de cette grève générale est la création d'une assurance vieillesse. C'est l'article constitutionnel d'ailleurs sera voté quelques années plus tard. Et on a beaucoup focalisé sur l'histoire de l'AVS, qui finalement sera mise sur pied seulement en 1948. Il a fallu 30 ans quand même entre les deux. Et on a un peu oublié ce qui se passait à côté. Parce que dès le début, eh bien, et entre autres pour des raisons d'incitation financière, des grandes entreprises ont commencé à se doter de ce qu'on n'appelle pas encore des caisses de pension, mais des caisses de retraite. Et elles pouvaient toucher ainsi des déductions fiscales sur le tout nouvel impôt fédéral direct, l'impôt sur les bénéfices de guerre. Ce qui a été une première promotion des caisses de retraite dans les entreprises. Il y a donc un marché qui est en train de se créer. Et les assureurs vie, c'est leur travail, c'est des professionnels, et vous pouvez leur faire confiance, ils sont très compétents. Ils flairent ça, ils voient. Alors, ils mettent sur le marché, en somme, un produit d'assurance où ils proposent via ce produit que les entreprises qu'ils désirent, mais contre paiement bien entendu, eh bien, peuvent confier leur prévoyance professionnelle, ça s'appelle pas encore comme ça, mais disons leur assurance vieillesse pour leurs employés, en passant par les compagnies d'assurance. Et ce business va assez vite éclore et assez vite prendre de l'importance. Là, à partir de là, les assureurs qui ne sont pas nés de la dernière pluie vont commencer à imaginer de manière plus générale à quoi pourrait ressembler un système de prévoyance vieillesse où ils auraient une part importante à jouer. C'est comme ça que les choses se commencent. Et c'est comme ça qu'ils vont imaginer petit à petit le système d'ensemble qu'on appellera le système des trois piliers, où il s'aménage une position extrêmement confortable dans ce gâteau qui n'a cessé d'augmenter. Le débat a surtout lieu après la création de l'AVS, puisque jusque dans les années 50, en gros, la prévoyance vieillesse, ça devait empêcher les gens de tomber dans la pauvreté absolue. Mais à partir des années 50, 60 et surtout surtout les années 50-60, le débat va s'élargir grâce aussi à cette période économique qu'on a appelée les 30 glorieuses, où l'économie boomait de tous les côtés, où on a commencé à poser le problème que la prévoyance vieillesse devait être en fait aussi capable non seulement de préserver de la misère absolue, mais de pouvoir mettre sur la table, pourvoir avec un salaire de substitution, et que donc il fallait viser un niveau de retraite qui permettait plus ou moins de garantir le niveau de vie qu'on avait pendant la vie professionnelle. Et c'est là où ils montrent toute leur efficacité et disons l'efficacité de cette réflexion de long terme,
alors qu'on est en train de discuter ça, et ça coûte évidemment cher, hein, parce que la prévoyance vieillesse, de toute façon, ça coûte cher, parce qu'on paye des gens, en gros, à rien faire. Passez-moi l'expression, c'est pas qu'ils foutent rien, mais ils produisent, en termes économiques, pas grand-chose. Donc ça coûte cher. Et donc c'est un casse-tête pour les États, évidemment. Et vous avez les assureurs qui arrivent et qui disent, nous, on a une solution, qui est une solution complémentaire, et qui ne coûte pas un rond à l'État, hein, puisque c'est une affaire qui va se passer exclusivement entre salariés et employeurs. Pour être plus précis, entre salariés, employeurs, assurances, banques, conseillers en placement, etc., c'est-à-dire toute l'industrie financière. Et le Conseil fédéral a très vite adopté cette solution pour en faire la sienne. Et c'est ainsi que, disons, par exemple, la première mention officielle d'une prévoyance vieillesse suisse basée sur 3 piliers, on la trouve dans un message du Conseil fédéral de 1963 pour la 6e révision de l'AVS, où il y a un paragraphe qui décrit l'avenir de la prévoyance vieillesse suisse selon le Conseil fédéral, et c'est là où on a la première mention d'un système des 3 piliers. En réalité, le paragraphe en question, c'est tout à fait démontrable, on a les documents qu'il faut pour ça, a été écrit totalement par les assureurs. Et c'est ce coût extraordinaire qui fait que tout d'un coup, la solution des assureurs, que les assureurs avaient comment dire, perfectionné, commencé à imaginer au début du XXe siècle et perfectionné au vu des développements économiques, politiques et sociaux, est repris en compte tel quel par l'autorité politique. Et bon, je vais m'arrêter là parce que je risque, quand je commence à m'échauffer trop, j'ai de la peine à m'arrêter. Donc je m'arrête là. Mais c'est juste pour justifier cette expression effectivement que j'utilise, le système a été conçu par et pour les assureurs qui étaient en effet des hommes. Philippe Lurcher, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier en tant que citoyen, citoyenne de la LPP? Est-ce qu'elle n'est pas dans notre intérêt? Bon, je pense que si on remonte avant la création d'une assurance obligatoire et puis la délégation d'un monopole d'État, en fait, aux compagnies d'assurance privées, il y a aussi tout un parcours de la part des milieux patronaux qui ont introduit justement des caisses de retraite un siècle plus tôt. Donc c'est aussi assez intéressant de comprendre que en fait, avant l'AVS, il y avait déjà une forme de caisse de retraite qui était organisée par entreprise. Et puis si on quittait malheureusement cette entreprise-là, eh ben on avait droit à rien. Et il s'agit d'introduire une caisse obligatoire. Alors après, on a effectivement choisi ce modèle-là à l'époque. Il y a des enjeux qui sont posés assez clairement par Monsieur Boschetti. Et puis on peut discuter effectivement de ce modèle, mais c'est pas ça qui est soumis au vote. Le 22 septembre prochain, la question c'est les modalités qui sont appliquées à ce système. Donc il faut revenir peut-être un petit peu sur l'objet de la votation. C'est clair que c'est intéressant. Moi j'ai aussi des critiques à émettre par rapport au mandat en fait qu'on donne aux assureurs dans le cadre de cette loi sur la prévoyance professionnelle. Mais ici, il s'agit vraiment des conditions auxquelles on a droit, à partir desquelles les gens ont le droit d'entrer dans ce deuxième pilier et pas forcément sur le système global en tant que tel. Merci, on va revenir à ces conditions. Et puis je vous relance directement, vous, parce que Michela Bavolenta a dit tout à l'heure, finalement, la LPP va bien, les rendements sont bons, on arrive à 7%. Est-ce que dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire de réformer et de baisser le taux de conversion qui va donc avoir un impact concret sur les retraites? Bon, j'ai envie de dire, c'est heureux que le deuxième pilier se porte bien. C'est pas forcément le cas de l'AVS où les perspectives sont quand même un petit peu moins réjouissantes. Indépendamment de l'erreur de calcul de l'OFAS de cet été, on a quand même un déficit de 3 milliards de francs qui est prévu en 2030. Hein. Donc on passe de 7 à 3. Bon, voilà, il est quand même négatif, hein, le résultat de répartition à la fin. Mais justement, le besoin de réforme, il est justifié
par le contenu des mesures aussi qu'il y a d'accompagnement et de renforcement de l'épargne. Si on parle de la question du financement et pourquoi est-ce qu'il faut baisser le taux de conversion, aujourd'hui, on a un mécanisme de répartition dans le deuxième pilier qui n'a pas été prévu au départ, qui se fait entre les actifs et les retraités parce que les rendements sur les marchés ne sont pas suffisants pour couvrir un taux à 6,8. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pour garantir 6,8 aux personnes qui sont actuellement à la retraite, eh ben, on prend directement de l'argent chez les travailleurs actifs. Tout cet argent qui sert à payer cette différence entre les rendements et le taux de conversion fixé à 6,8, c'est de l'argent qui va manquer aux assurés actifs actuels une fois qu'ils seront à la retraite. Et on ne sait pas exactement comment on va le payer encore aujourd'hui. Donc la problématique, elle est vraiment là. C'est ce mécanisme de répartition qui n'a pas lieu d'être dans le deuxième pilier qu'il convient de corriger. Je vais vous faire répondre à ça, Michela Bovolenta, sur justement ce mécanisme de répartition qui n'a pas fonctionné ou de l'argent que les travailleurs, travailleuses cotisent aujourd'hui sert à financer les rentes des retraités actuels et ne permet pas donc aura forcément un impact sur leur future retraite. Est-ce qu'on peut continuer comme ça malgré l'embellie qui est là depuis 2 ans? L'embellie, c'est quand même que les caisses de pension ont 156 milliards de francs de réserve, ce qui est quand même pas rien. Et concernant l'AVS, il y a une fortune de 50 milliards de francs et toutes les prévisions catastrophiques qui ont été faites par le passé, les Roglefas confirment encore une fois ceci, et elles ont été démenties par les faits par après. Donc, on n'a pas de boule de cristal. Donc, 2030, on ne sait pas. On nous fait toujours peur par rapport à l'avenir. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le passé, ces prévisions ont toujours été fausses et largement fausses, pas juste un petit peu. Ce que j'aimerais aussi dire par rapport aux actifs, c'est qu'avec cette réforme, ce qui va manquer aux actifs, c'est surtout les cotisations supplémentaires qu'on va leur prélever, et particulièrement au bas salaire, parce qu'il y aura une augmentation forte des cotisations. Il y a une augmentation disons, les cotisations pour les jeunes passent de 7 à 9, alors qu'on a entendu pendant toute la campagne sur la 13e rente qu'on allait surcharger les jeunes qui n'avaient plus suffisamment d'argent pour vivre, etc. Là, on parlait vraiment de pas grand-chose par rapport à la 13e rente. Là, c'est en surplus de 2%. Et globalement, il y aura 2,1 milliards de cotisations de plus qui vont aller dans les caisses de pension, chez les assureurs notamment, et qui vont être délestées, justement, au porte-monnaie des actifs. Donc, c'est ça qui doit nous préoccuper par rapport à ces petits salaires. Et, en principe, les employeurs doivent payer au moins la moitié des cotisations salariales. Donc, on nous dit oui, mais les employeurs vont aussi payer. Mais la Neue Zürcher Zeitung, qui est quand même pas un journal syndical, pour celles et ceux qui le connaissent, mais plutôt l'expression de la bourgeoisie suisse, disait dans un article la semaine passée ceci. En principe, les employeurs doivent payer au moins la moitié des cotisations salariales, je cite. Toutefois, les travaux de recherche suggèrent que les employeurs répercuteront l'augmentation des coûts non salariaux du travail sur les salariés. Donc, les coûts non salariaux, c'est les cotisations à la RPP supplémentaires. Par exemple, en réduisant l'augmentation du salaire brut ou en réduisant l'emploi. Une grande partie du reste est répercutée sur les prix, ce qui fait également peser une charge sur les salaires en tant que consommateurs. Donc c'est ça qui va se passer et c'est ça qui est problématique par rapport à la jeune génération, c'est qu'il y aura les cotisations supplémentaires directes et puis dans les secteurs particulièrement à bas salaire, particulièrement avec beaucoup de femmes, des non-augmentations de salaire, à la suite de l'entrée en vigueur éventuelle de cette nouvelle loi, moins d'emplois et aussi on risque, à mon avis, par rapport au seuil d'entrée qui a été réduit que de 10%, de baisse des taux d'activité ou de réduction de la durée des contrats de durée déterminée pour en fait rester au-dessous de ce seuil. Donc le choix qui a été fait est un choix qui ne répond pas, comme je l'ai dit avant, aux besoins des travailleuses et qui va pénaliser
finalement les actifs qui ont des bas salaires. Et puis j'aimerais encore ajouter un élément. On dit toujours que les retraités, disons, les actifs financent les retraités, mais en période d'inflation, on a quand même un problème, hein, c'est que les rentes du deuxième pilier ne sont pas indexées, hein, et donc elles perdent de la valeur par rapport, y compris au salaire des actifs, hein, qui sont plus ou moins indexés au coût de la vie. Donc, vraiment, c'est problématique de charger toujours les retraités comme s'ils volaient l'argent des jeunes, d'autant plus que les jeunes d'aujourd'hui sont les retraités de demain et que les retraités d'aujourd'hui sont les jeunes de hier. Et donc, chacun à son tour contribue aux retraites, parce qu'il faut bien le dire, on dit toujours que le deuxième pilier est un système par capitalisation individuelle, mais il y a quand même une part, c'est quand même une assurance sociale. C'est inscrit dans la Constitution fédérale, on est obligé d'y cotiser, hein, on ne peut pas choisir. Donc il y a quand même là-dedans une part de collectivité et de solidarité, et notamment si une personne elle décède, oui, il y a une rente de veuf ou de veuve qui est inférieure. S'il n'y a personne, ben, ce qui reste ne part pas en héritage, hein, ça reste à la caisse. Hein. Donc, il y a quand même, c'est quand même une assurance sociale. Et donc, il y a une part d'échange entre actifs et retraités. Moi, ça ne me semble pas poser de problème. Oui. Être le problème principal aujourd'hui. Je vous laisse passer le micro à M. Boschetti qui a envie de réagir. Justement, sur ces fameuses comparaisons sur la solidité financière d'AVS et du deuxième pilier, moi j'affirme la chose suivante, c'est que si un pilier qui est en fait financièrement fragile, c'est le deuxième pilier. Et les histoires de transfert dont on a parlé tout à l'heure, qui est en fait à l'origine de cette réforme, qui d'ailleurs n'apporte aucune solution à ce problème-là. Il faut bien se rendre compte que ça montrait une faiblesse intrinsèque, mais intrinsèque ça veut dire qu'elle n'a pas disparu, du deuxième pilier, vu sa dépendance au rendement des marchés. Il se trouve que depuis 1999, les premières caisses, c'était sans doute les caisses qui avaient le moins de surobligatoire, ont commencé à avoir des difficultés pour payer les rentes. Il n'y avait plus assez d'argent dans les caisses pour payer les rentes. 1999, hein, c'est obligatoire depuis 1985. 2007, jusqu'à 2007, on réussit plus ou moins à pallier le problème par des réserves qui ont été faites. Mais à partir de 2007, c'est plus possible, et ces histoires de transfert commencent à prendre des dimensions importantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste, je donne un chiffre. Entre 2014 et 2021, les transferts en question, et ce n'est pas seulement les actifs, c'est aussi le surobligatoire, etc. Les transferts en question ont dépassé les 45 milliards de francs. C'est pour moi... Donc ça a été une solution d'urgence parce que les caisses de pension n'avaient plus les moyens de payer les rentes. Les caisses de pension étaient en déficit, affichaient une fragilité financière remarquable, mais on devrait dire inquiétante, pour une raison très simple. Dans le deuxième pilier, il y a 3 cotisants. Le salarié, l'employeur et les marchés. Et les marchés, jusqu'à cette époque, c'est-à-dire les avoirs vieillesse qui sont placés sur les marchés financiers, etc., et qui rapportent du rendement. Jusqu'au début des années 2000, les marchés, le rendement de ces avoirs finançait au niveau des rentes 80% des rentes. 20 ans après, c'est 30% des rentes. Ils se sont pris ça dans les gencives énormes. Et ça a été pour sauver les meubles qu'on a introduit, comble de l'ironie, parce que vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait contraire au système du deuxième pilier, qu'on a introduit ce système inique, si je reprends les termes de la NZZ que je lis aussi tous les jours, de répartition, c'est-à-dire d'actifs qui payent pour les rentiers.
Aujourd'hui, aujourd'hui, les choses se sont réglées Et aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Depuis 2 ans, le transfert va dans l'autre sens. Mais pour l'instant, il a atteint un minuscule demi-milliard. Pour nous, pas minuscule du tout, demi-milliard, mais par rapport aux 50 milliards, c'est pas grand-chose. Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas. Donc, sur la question de la solidité financière, moi j'émets les plus grands doutes parce que c'est complètement dépendant de l'évolution des marchés, lesquels se sont quand même bien détériorés depuis le début, depuis les années 2000. Alors ça va avec... les marchés par définition ne sont jamais linéaires, mais on n'est pas en train d'aller vers une période de grand calme et de comment dirais-je, de sérénité qui vont calmer les marchés, ne serait-ce que compte tenu de la situation géopolitique à gauche et à droite, sans parler des problèmes financiers qui existent, qui continuent à exister. Donc là, je reste là. Alors, prenons l'AVS par contre. L'AVS existe depuis un peu plus de 70 ans, ce qui n'est pas le cas donc du deuxième pilier, puisque c'est depuis 1985. Mais l'AVS existe depuis 1948. Ça fait à peu près plus de 70 ans. J'ai regardé les comptes de l'AVS depuis 1948, pas dans le détail et tout, mais enfin les résultats, etc. Sur plus de 70 ans, vous comptez quelque chose comme 12 ou 13 ans d'années déficitaires. C'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas une autre assurance au monde qui fait ça. C'est d'une solidité étonnante. Il y a des problèmes à l'AVS. Le premier problème de l'AVS, c'est qu'elle sert des rentes beaucoup trop basses. Mais sur le plan financier, je dis pas qu'il va pas, qu'il n'y a aucun, qu'il faut simplement dormir sur les 2 oreilles et pas essayer d'anticiper les problèmes qui peuvent se passer, notamment avec l'évolution démographique qu'on a beaucoup exagéré, hein, mais bon, ça c'est encore tout un autre débat. Mais sur ce qu'on peut juger, c'est-à-dire sur l'expérience qu'on a, 70 ans d'expérience, on constate une assurance qui a une solidité financière exceptionnel. Et cette mythologie de la fragilité de l'AVS me casse les pieds de plus en plus. Dernier chiffre. Dernier, hein, j'aimerais bien. Dernier, et puis après je termine. Après je me tais pendant au moins 10 secondes. 100 francs de cotisation à l'AVS finance 92 francs 50 de rente. 100 francs de cotisation LPP finance 74 francs de rente. En termes d'efficience sociale, le choix, il est vite vu et il est vite fait. Merci. On est un petit peu dans ce débat, mine de rien. Il y a on a voté dernièrement sur l'AVS avec la 13e rente, avec AVS 21, et là sur le deuxième pilier. Sur cette, justement, il y a une espèce, enfin, on sent chez vos contradicteurs une défense de l'AVS très forte au détriment du deuxième pilier. Qu'est-ce que vous répondez à ça, notamment sur cette fragilité qui est dite là? Aussi cette dépendance au rendement des marchés. Est-ce que le deuxième pilier est fragile? Bon, la solidité de l'AVS, elle est expliquée par une chose, et une chose uniquement, c'est que derrière, il y a l'État. Et donc, en fait, ce qui est assez simple, c'est regarder le taux de cotisation sur les salaires qu'il y avait à l'époque quand elle a été introduite, je crois autour de 4,4%, si je dis pas de bêtises, qui est passé à près de 8% aujourd'hui. Regardez tous les financements additionnels qu'on a mis dans l'AVS, entre les augmentations de la TVA, la participation de la Confédération par son budget général, les augmentations de l'âge de la retraite. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que l'AVS, elle fait des résultats comparativement plutôt bons? C'est parce qu'on paye de plus en plus dans le système pour justement combler les déficits. Parce que l'argent de l'AVS, il est aussi placé en partie ou quasi-totalité sur les marchés. Hein. Il y a aussi de ça. Mais c'est parce qu'on taxe de plus en plus différentes sources de revenus qu'on alloue à l'AVS. C'est pour ça qu'elle est dans une situation aussi stable. Le deuxième pilier, il est dépendant en partie de la santé ou en grande partie de la santé des marchés financiers. Donc, est-ce que ça, elle est là la différence. La question, c'est comment est-ce que ça se passe, quoi. Mais c'est de l'argent qui est mis de côté par chaque cotisant. Donc, à titre individuel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de garantie de savoir combien est-ce qu'on va toucher à la fin.
que ce soit l'AVS, que ce soit le deuxième ou le troisième pilier, vous n'avez aucune garantie de ce que vous allez toucher à la retraite, peu importe ce qui est raconté. Donc ça, il faut juste se le mettre, il faut juste le poser sur la table, hein, de dire, voilà, il n'y a aucune garantie de ce qu'on va toucher à la retraite. La question, c'est quel système ou quelles sont les conditions auxquelles on aurait droit à quelque chose. Les seules personnes qui ont droit à quelque chose et qui sont à peu près assurées de ce qu'elles vont toucher, c'est les conseillers d'État romans qui touchent une rente à vie, quoi. Donc l'État, c'est peu probable qu'il fasse faillite. Mais c'est les seules personnes qui ont droit à une rente à vie et qui savent combien elles vont toucher à la retraite. Tous les autres, on est dépendant de la situation des marchés et de l'évolution démographique, donc que ce soit l'AVS ou le deuxième pilier. Mais parce qu'on paye à chaque fois beaucoup plus dans le premier pilier, on rajoute des contributions à chaque fois pour garantir. On va peut-être revenir. Non, mais c'est juste, on paye beaucoup plus de cotisations au deuxième pilier qu'à l'AVS. Et les cotisations de l'AVS n'ont pas augmenté entre 1975 et la votation sur la RFFA, où elles ont augmenté de 0,3% seulement. Et là, on nous propose une augmentation de cotisation très élevée, justement pour les bas salaires. Donc moi, je ne sais pas si tu voulais... Oui, je vais peut-être revenir. Donc je pense qu'on a bien compris justement vos divergences sur voilà, sur l'importance de ces deux piliers de l'AVS, cet attachement que vous avez à l'AVS et sur le fait que le deuxième, enfin voilà, considérer qu'il n'y a pas de plus de fragilité dans l'un ou l'autre système et que c'est l'État, enfin que l'AVS est solide parce que l'État est derrière, parce qu'on a ajouté des choses derrière. Maintenant, sur cette réforme en elle-même du deuxième pilier, à qui est-ce qu'elle profite? Le FAS a fait des projections, mais qui ne reflètent pas la réalité concrète des assurés, selon lui. Et l'USS, on a fait, Alliance F, d'autres. On assiste à une guerre des chiffres. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui va profiter de cette réforme? Je pense que ce sont les assureurs qui vont profiter de cette réforme parce qu'il y a quand même 2,1 milliards de cotisations de plus dans leur caisse et d'après les calculs de banque, à savoir 30 milliards de moins de rentes qui seront versées parce que par rapport à ce qu'il disait sur la fragilité ou pas du système, c'est vrai qu'actuellement, si on fait une photographie aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y a un crash boursier après-demain, demain ou après-demain et on est de nouveau dans la fragilité, mais actuellement, les caisses de pension, elles vont plutôt bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà beaucoup baissé les taux de conversion dans le surobligatoire. Elles ont passé de 7,45 à 5,3% en 20 ans. Et parce que, d'après VZ, par exemple, qui n'est pas une organisation syndicale, mais une organisation de conseil patrimonial et financier, les rentes du deuxième pilier ont baissé de 40% en 20 ans. 40%. Alors, l'AVS, elle effectivement offre des rentes trop faibles, mais il y a quand même des règles, notamment au niveau de la compensation, de l'indice mix, etc. Et en 20 ans, les rentes ont augmenté de 19%. Alors, c'est toujours pas suffisant, etc. Et tout, mais il n'y a pas de baisse des rentes de l'AVS. Et notre attachement, ce n'est pas un attachement psycho-affectif, c'est juste des faits. C'est que les gens qui ont des revenus modestes à moyens vivent aujourd'hui principalement grâce à l'AVS, c'est leur principal revenu à la retraite. Et ça, c'est important. Et par rapport à cette réforme, très clairement, je pense qu'elle ne profite pas aux bas revenus et qu'elle ne profite pas non plus aux salariés, disons, de la classe moyenne. Même le Conseil fédéral admet qu'au-delà de 70 000 francs, on est perdant. Pour l'USS, c'est au-delà de à peu près 50 000 francs. Et puis, il y a un élément, c'est clair, il y a des chiffres qui vont dans tous les sens, mais il y a un élément qui est mathématique, qui est clair et net, c'est que la baisse du taux de conversion de 6,8 à 6, c'est moins 12% à capital égal. Donc ça, il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, j'ai fait les maths à l'école, c'est mathématique. Donc quand on nous dit on va maintenir le niveau des rentes, c'est-à-dire qu'on va payer plus, éventuellement,
éventuellement pour avoir la même rente. Et c'est très éventuel. Et en tant que ménagère qui fait ses courses, si mon enseigne préférée me dit je n'ai pas modifié le prix, mais elle a réduit la quantité dans le paquet de pâtes ou de riz ou de n'importe quoi, je dis c'est une arnaque. Et c'est pour ça qu'on dit la réforme de la LPP, c'est une arnaque. Philippe Lurchard, je vous laisse réagir. Est-ce qu'on va payer plus pour avoir la même rente? Il y a quand même des mesures... Bon, la proposition alternative qui serait de dire on nationalise les avoirs du deuxième pilier et on les met dans une sorte de méga AVS, c'est du vol. Parce que c'est de l'argent qui a été cotisé par les gens pour leur retraite à titre individuel. Donc c'est leur compte épargne en fait. Donc voilà. Tout dépend de la situation et c'est ça la complexité qu'il y a à réformer le système social de manière générale, c'est qu'il y a assez peu de transparence parce que le parcours de chacune et de chacun est extrêmement varié et extrêmement différent. Même la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider l'a dit, demandez à votre caisse de pension, vous verrez si vous êtes gagnant ou si vous êtes perdant. Mais cette réforme, elle répond quand même à un certain nombre de situations que sont les travailleurs âgés sur le marché du travail. Donc à partir de 55 ans, dont le taux de cotisation va diminuer, ça veut dire qu'ils sont plus attractifs sur le marché du travail et qu'ils ne vont pas, excusez-moi, se faire foutre dehors parce qu'ils coûtent trop cher, où il y a moins de risques que ça leur arrive, c'est une bonne chose. L'accessibilité au deuxième pilier pour les bas revenus, c'est aussi une bonne chose. Bien sûr que ça va leur coûter de l'argent. Ils n'étaient pas assurés avant. Bah là, ils auront droit à une rente du deuxième pilier. En tout cas, ils vont cotiser pour. Donc, c'est aussi une bonne chose qu'on corrige à ce niveau-là. Et puis, peut-être un dernier élément pour les travailleurs qui ont plusieurs emplois. Aujourd'hui, prenons, je sais pas, un exemple. Vous avez 3 emplois à 30 000 francs chacun. Je sais que ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais l'exemple est facile à retenir. Vous avez une déduction de coordination qui est fixée à 25 000 francs. Cette personne va avoir la déduction de coordination sur chacun de ses emplois, auprès de chacun de ses employeurs différents. Donc, résultat des courses, au deuxième pilier, il va cotiser 3 fois sur la base de 5 000 francs. Avec la réforme, on part sur 80% du salaire AVS qui est assuré. Donc, cette personne cotise sur 80% de 90 000. Et la différence, elle est là. Bien sûr qu'elle va payer plus en cotisation, mais ça va lui permettre aussi de constituer un avoir vieillesse qui sera plus important à la fin, même si le taux de conversion y baisse. Et ça améliore la situation, c'est des choses qui sont concrètes. Moi, je vois des avantages à cette réforme. Et puis, ça fait 20 ans qu'on n'a pas réussi à réformer ce deuxième pilier. On a un certain nombre d'éléments qui sont sur la table et qui entrent en vigueur. Est-ce qu'on les veut ou on ne les veut pas? C'est ça à quoi il faut répondre. Merci. Avant de passer la parole au public, j'aimerais rapidement vous entendre. On l'a déjà un petit peu dit, et vous l'avez dit, bon, ok, nationaliser, c'est du vol, avoir une super AVS. Concrètement, c'est vrai, concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme alternative au deuxième pilier, Michaela Bovolenta? Déjà, une sortie du deuxième pilier, ça peut s'organiser en garantissant les avoirs que chacun a déjà mis dans le deuxième pilier, parce qu'effectivement, autrement, c'est du vol, vous avez raison, et personne ne serait d'accord, parce que c'est de l'argent qu'on a cotisé et qui est là pour ça, mais disons, sur une période un peu plus longue, on peut organiser cette sortie pour ensuite modifier le système dans le sens d'une plus grande solidarité, d'un système davantage solidaire. Et puis, pour moi, il y a aussi d'autres éléments. D'abord, je pense que actuellement, il ne faut pas mettre un seul franc de plus dans la LPP. Il y a déjà beaucoup trop de capital, c'est plus de 1000 milliards de francs. Et justement, si on veut commencer à réfléchir à autre chose, il ne faut plus construire ce système encore davantage. Donc là, c'est 2,1 milliards de plus de cotisations. Il faut les mettre où? Dans l'AVS, justement, pour améliorer les rentes et pas dans le deuxième pilier. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, en tant que féministe, on a des propositions, notamment
Alors voilà, ça se discute, sortir ou pas du système, mais si on reste dans le système, il y a des mesures, et une des plus importantes serait évidemment la reconnaissance du travail non rémunéré, qui pourrait se faire dans le deuxième pilier. Mais évidemment, c'est une mesure qui implique une solidarité entre celles qui assurent ce travail non rémunéré, ou ceux, parce que les hommes qui le font, ils se retrouvent dans la même situation que les dames, hein. Voilà, mais majoritairement, c'est les femmes qui assurent encore et toujours ce travail-là, et ceux qui ne le font pas. Et ces éléments de solidarité rencontrent toujours une opposition farouche des tenants du oui aujourd'hui, hein, et donc ces propositions ne sont pas faites. Et dernier élément aussi, par rapport à ce deuxième pilier, c'est vrai que ça pose un véritable problème de confier l'avenir de nos rentes au marché financier. Et ça, justement, c'est vraiment problématique. C'est problématique d'un point de vue individuel et c'est problématique d'un point de vue social aussi, parce que le système du deuxième pilier, ça a été dit tout à l'heure, est très opaque. Pour avoir des rendements suffisants pour nos rentes, il faut investir. Il faut investir où? Est-ce que, alors il y a des caisses de pension maintenant qui font du greenwashing, hein, mais en gros, on place, alors il y a des réglementations pour les placements du deuxième pilier, effectivement, mais on place là où on peut. Question écologique, question sociale, question droit des travailleuses et des travailleurs, eh bien, on est bien loin du compte. Donc, effectivement, il faudrait commencer déjà à dire non à cette réforme, à s'opposer à toute réforme qui donne plus d'argent au deuxième pilier et qui consolide le système des trois piliers, particulièrement du deuxième, et aller dans le sens d'un développement d'une prévoyance vieillesse solidaire, féministe et durable dans tous les sens du terme, durable en elle-même et durable aussi écologiquement et socialement. Philippe Lurchar, par rapport à cette solidarité dans le deuxième pilier, est-ce qu'il faut, au vu des différents parcours professionnels dont vous avez parlé aussi au début, est-ce qu'il faut introduire des éléments de solidarité dans le deuxième pilier? Et j'aimerais vous entendre aussi sur la question des placements durables. Bon, la question c'est combien est-ce que ça va coûter? Et puis il y a quand même aussi une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que ça a un impact sur l'attractivité de manière générale de la Suisse, hein, le système de retraite, et sur quels travailleurs on peut faire arriver en Suisse ou qui auraient la volonté de s'installer. Donc il faut faire un petit peu attention quand on dit oui, mais il suffit de. Moi je partage le constat, hein, effectivement, je pense qu'on peut faire plus. Est-ce que l'instrument du deuxième pilier est le meilleur ou pas? Je ne suis pas forcément convaincu. Si on veut faciliter... Pour mettre de la solidarité, vous dites? Non, mais sur la question, par exemple, du gender pay gap entre les hommes et les femmes, hein, ça c'est une problématique, je pense, sauf si on est UDC, on ne la reconnaît pas. C'est un constat qui est partagé. La question, c'est quelles mesures on met en place. Et puis moi, je suis plutôt partisan de dire, bah voilà, on met en place, on favorise des mesures pour que les femmes puissent réintégrer le marché du travail plus rapidement et puis que les interruptions de carrière, elles soient pas aussi importantes que ça, plutôt que de dire, on va prendre de l'argent chez les riches pour le distribuer en bas. C'est ça l'enjeu du débat. C'est qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour avoir quel résultat à la fin. Moi, je passe plutôt par l'emploi. C'est ça ma vision de la chose. Et puis sur la question des placements, de la transparence, des frais administratifs, des assurances, on a mis en place une loi sur la surveillance de l'assurance maladie, par exemple. Hein. Donc c'est ça qui a fait que une dizaine d'années. Bientôt, on a reçu les Vaudois de l'argent qui a été, enfin des primes qu'on avait payées en trop et puis qui ont fini dans les réserves des caisses d'assurance maladie. Donc on avait reçu, je crois, 50 ou 100 francs. C'était ridicule, mais voilà. Donc pourquoi pas mettre en place ou discuter des modalités propres à la gestion des fonds dans le deuxième pilier. Et là aussi, je suis assez ouvert par rapport à ça. Et puis c'est une question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Parce qu'au final, il y a toujours une conséquence à une mesure qu'on prend. On peut vouloir poursuivre
politique climatique, une politique sociale. La question, c'est combien est-ce que ça va nous coûter à nous toutes et tous comme assurés. Si on est d'accord de la prendre, bah, allons-y. Merci Pietro Bossetti. Rapidement, si vous voulez réagir avant les questions du public. Je vais un peu dans le même sens que Michela Bovolenta. Non, mais le truc est simple, il faut gonfler le premier pilier au maximum et dégonfler le deuxième pilier au maximum aussi. Peut-être pas l'éliminer complètement, ça on peut discuter sur les détails, mais c'est ça la stratégie. C'est du long terme, ça se fait pas en 2 jours et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et tout en gardant alors un impératif absolu, la garantie des droits acquis. Hein, parce que là, personne n'a envie de... Moi, j'ai entendu personne, même ceux qui sont encore plus à gauche que moi, il y en a qui... Non, ça, je fais référence à infrarouge, mais bon... Personne ne réclame une nationalisation du deuxième pilier. Bien sûr qu'il faut garantir les droits acquis, d'autant plus que les avoirs vieillesse dans le deuxième pilier, pour la majorité des gens, c'est peut-être la part de leur économie la plus importante. On ne va pas leur piquer. Donc c'est compliqué et ça ne se fait pas facilement. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Pour une raison simple, c'est que le deuxième pilier, on peut le prendre comme on veut. Hein, on peut évidemment mettre un certain nombre de correctifs et ce genre de choses, mais c'est un système, surtout lorsqu'en Suisse il a vocation à être le pilier central, c'est un système qui ne connaît pas la solidarité et qui est incapable d'organiser la solidarité, parce que même dans la partie obligatoire, les aspects de solidarité, il y a une garantie de rente avec le taux de conversion qu'on ne cesse de vouloir baisser. Heureusement, c'est plus difficile parce que ça doit passer en votation populaire, donc voilà. Mais il y a en termes d'éléments de solidarité, c'est à peu près nul. Et c'est très difficile de les mettre en place. Il faut forcer le deuxième pilier, ce qui s'est passé avec ces 50 milliards qui sont passés d'un côté à l'autre, parce que les caisses étaient prises à la gorge, ne savaient pas quoi faire. Sinon, elles seraient en faillite aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que le deuxième pilier serait devenu, entre nous soit dit. Grâce à la répartition, vous avez sauvé le deuxième pilier. Donc, on a tout intérêt dans un système de prévoyance, quitte à avoir un deuxième pilier, mais alors, qui soit réduit à un mini deuxième pilier. Mais alors évidemment, pas géré par les privés. Les assureurs vie n'ont rien à faire là-dedans. Pourquoi ils font du bénéfice? Sur les de 2005 à aujourd'hui, ils ont fait, sur le deuxième pilier, je parle de bénéfices, 10 milliards. 10 milliards grâce à la Legal Côte. Le seul pays au monde qui garantit par une ordonnance fédérale un bénéfice aux assureurs vie dans l'exercice du deuxième pilier, c'est la Suisse. Et c'est dans une ordonnance, c'est absolument invraisemblable. Je crois que vous trouvez ça nulle part ailleurs en Europe, et même pas dans le privé. Hein. Et donc tout ça, et je veux dire, ces 10 milliards, c'est 10 milliards qui aujourd'hui manquent dans les avoirs vieillesse, puisque c'est les assureurs qui l'ont encaissé. Je donne tous les détails à propos de la Legal Côte et comment est-ce qu'elle a été mise en place, etc., etc. Donc voilà. Après, c'est une longue discussion. Moi, je serais assez bien donc gonfler le premier pilier, dégonfler au maximum le deuxième pilier, géré par un fonds souverain, par exemple, ou je ne sais pas, tout ça est à élaborer, bien entendu. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais je pense qu'on a intérêt, en tout cas ceux qui ont envie de voir quelque chose d'un peu plus solide, de réfléchir effectivement à une alternative réelle au deuxième pilier, mais qui peut se construire que sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Hein. Ça ne se fait pas en 6 mois. Merci beaucoup. On va laisser la parole au public. Je passe mon micro. Moi, j'avais une question par rapport particulièrement aux femmes. Et durant la période AVS 21 et la 13e rente, on vous a entendu, oui, c'est vrai, les femmes sont perdantes, mais on verra dans LPP 21, on va remédier à tout ça. Et vous allez avoir des tas de mesures pour les femmes. On voit d'ailleurs vos affiches. Enfin, on pense aux femmes. Enfin, des rentes pour les femmes. Enfin, voilà. Et puis, moi, je ne le vois pas. Alors, soit je suis aveugle, mais je vois en fait que, ok, vous avez le travail, comme l'a dit Michela Bovolenta, le travail invisible n'est pas reconnu, n'est pas pris en charge, il est quand même encore majoritairement effectué
par des femmes, mais que ça bouge un petit peu, c'est encore une grande majorité effectuée par des femmes. C'est également des femmes qui sont effectivement dans les bas salaires et vous avez, la loi prévoit de baisser de 2205 francs le seuil d'entrée, mais à ce moment-là, on arrive à la cotisation que ces femmes, ou ces hommes aussi, parce qu'il y en a aussi, vont devoir payer. Et ça me fait un peu sourire, parce qu'on dit oui, mais c'est pas grand-chose, parce qu'ils vont toucher plus. Alors, moi, je dis, ils vont peut-être toucher plus. Et quand on a voulu augmenter les cotisations lors de la 13e rente 0404, vous étiez les premiers, votre parti, à hurler en disant mais les pauvres jeunes, mon Dieu, 0,4%. C'est absolument énorme. Là-dessus, c'est peut-être pour ça que le Conseil fédéral a prévu des mesures compensatoires. Et là encore, pour ces mesures compensatoires, je ne vais pas rentrer, c'est un peu compliqué dans les conditions, mais entre autres, ça suppose un profil de carrière relativement continu et, comment on dit, régulier. Et puis, encore une fois, les femmes se font encore une fois avoir parce que c'est quand même assez rare que les femmes commencent dans une entreprise, gardent à peu près la même profession, le même pourcentage, le même pourcentage de travail, etc. Donc, je voudrais juste que vous m'expliquiez, parce que je vois vos affiches partout, et je voudrais juste m'expliquer en quoi c'est une mesure pour les femmes. Merci pour votre question. Brièvement, c'est des gens et des personnes aujourd'hui qui ne sont pas assurées. Donc, le droit à la rente, c'est 0. Point. Mais oui, mais pour toucher une rente à la fin. Il n'y a pas de peut-être. C'est toucher une rente à la fin qui est payée pour moitié par le salarié, pour moitié par l'employeur, et dont les rendements sur les marchés en fonction de ce qu'ils permettent. Mais c'est mieux que rien. C'est plus de 100 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas de deuxième pilier qui vont avoir accès à un deuxième pilier. C'est les chiffres qui sont dans la brochure de votation. Les 100 000. Donc c'est ça. On assure 100 000 personnes, essentiellement des femmes et des bas revenus qui travaillent à temps partiel. Non. Marie-Odile. On va peut-être juste, il y a plusieurs personnes qui vont vouloir intervenir. Je laisse juste Michaela Volenta réagir et après on passera à la question suivante. Non, je voulais juste ajouter cet élément-là, que même dans l'étude très discutable d'Alliance F, l'équipe de recherche dit que les personnes qui entrent dans la LPP, donc c'est celles qui ont entre 19 845 et 22 050 francs, donc des salaires bas, ces personnes-là, très probablement, seront aux prestations complémentaires. Et contrairement à la 13e rente, ce supplément de rente qui se chiffre d'après les calculs du Parlement, maximum, c'est autour de 300, maximum 467 francs en 2065. Mais pour ces tout bas salaires, c'est plutôt 200-300 francs grand maximum pour avoir une ordre de grandeur, sera déduit de la prestation complémentaire. Donc vraiment, on va payer toute la vie des cotisations supplémentaires pour se retrouver dans la même situation à la retraite. Monsieur, il y avait quelqu'un, oui. Oui, moi j'ai une question à Monsieur Laubscher, parce que c'est vrai qu'on voit ces magnifiques affiches. Est-ce que votre discours est assez séduisant, mais dans toutes les votations qui ont eu lieu à l'Assemblée fédérale, votre parti s'est opposé à toute mesure. Et par exemple, dans le film de M. Boschetti, on doit relever quand même si on n'est pas aussi de gauche que lui, que la question, par exemple, des excédents, c'est-à-dire les bénéfices que les assureurs ont fait sur leur placement,
auquel il faudrait maintenant faire confiance, c'est-à-dire il faut accumuler encore des milliards et les confier aux assureurs qui sont des spécialistes pour assurer les rentes. Eh bien, malheureusement, sur la transparence de ces excédents, des conseillers nationaux de tous les partis d'ailleurs, même du vôtre, ont posé des questions qui n'ont aujourd'hui pas reçu de réponse, à part ce que M. Boschetti a relevé, le legal quote, où on assure aux assureurs une bonne partie du bénéfice. Maintenant, pratiquement, comme mon épouse a retiré son capital au lieu d'avoir une rente, je constate que pendant toutes les années où je me suis tapé la gestion de son fonds, les assureurs ont toujours augmenté leurs dividendes. Alors si on dit que pour les assurés, il faut diminuer, je constate que les dividendes des actionnaires ont régulièrement augmenté. Alors, on ne peut pas vous croire. Moi, je voterai non. Bon, je ne sais pas si ça appelle forcément une réponse. Je crois que ce qu'on voit assez bien dans le reportage, enfin, dans le documentaire de M. Boschetti, c'est la manière. Voilà. Pas de souci. C'est la manière dont le Parti radical faisait de la politique à l'époque. Voilà, blague à part. Vous aurez tout de suite deviné si je suis plutôt L ou R. C'est des questions qu'on est en droit de se poser. Et je comprends tout à fait les remarques que vous avez formulées. Et c'est pour ça que dans la conclusion, ou enfin l'ouverture qu'on a eue à la fin, moi je ne suis pas opposé à ce qu'on discute et à ce qu'on mette en place une surveillance peut-être un petit peu plus serrée sur les caisses et sur les modalités de perception des cotisations. Mais votez pour moi au Conseil national. J'ai fait 900 voix la dernière fois. Non, mais c'est ça le problème. Je crois qu'il y a aussi une question de génération et puis de transparence enfin pas de transparence, une question de génération et puis de discours qui est porté. Mais votez et soutenez les jeunes, quoi. Je veux dire, je suis pas en train de vous raconter des trucs pour essayer de vous convaincre de voter oui. Alors oui, j'essaie de vous convaincre de voter oui, mais on a une sensibilité qui est peut-être un petit peu différente de nos amis libéraux radicaux et puis en particulier des Suisses allemands. Soutenez les gens qui ont un discours peut-être un peu différent, même si je soutiens effectivement cette réforme, et il y en a d'autres qui ont des chances d'être élus, contrairement à moi. Il y a aussi des problèmes, et c'est des discussions qu'on doit avoir. Mais maintenant voilà, quoi. Malheureusement, je suis actif uniquement à mon échelon. J'ai pas un grand pouvoir d'action là-dessus. Moi, je pense, dans cette discussion, dans cette votation, il y a, à mon avis, 2 points de fond. Le premier, c'est la pérennité des systèmes. Le deuxième, c'est comment on répond à l'appauvrissement des aînés, parce que la pauvreté, elle se développe à grande vitesse, en particulier avec les aînés. Quand je prends la vieillesse, je vois, à part ce qui était dit, que les rentes sont horriblement bas, il y a quand même pas mal d'améliorations qui ont été faites, le splitting, le bonus parental, il y a des solidarités, et en plus, la 13e rente, il peut y avoir des augmentations substantielles. Quand je vois le deuxième pilier, qu'est-ce que je vois? En 1985, il y avait plus que 10 000 caisses. Aujourd'hui, il y en a 1300. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? En 1985, on était avec un taux de conversion à 7,2. Là, on parle d'aller à 6. C'est des baisses substantielles, mais les cotisations n'ont pas baissé. Donc, par rapport à ça, sans parler du fait que les inégalités qui sont dedans entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les salariés. Moi, j'ai des collègues qui avaient le même job, le même salaire. Ils avaient 1/3 moins de rente parce qu'ils ont changé d'entreprise.
Je vous rappelle, au début, il fallait attendre 5 ans jusqu'à ce que de la part patronale. Et on a fait une supplétive. Je vous rappelle, pourquoi on a fait une supplétive? Parce qu'il y avait tellement de caisses qui étaient en faillite. Mais je parle des années fin 80, 90. Et là, quand on parle de pérennité, qui sont les entreprises qui peuvent dire qu'ils ont une pérennité sur 10, 15, 20, 30 ans futurs? Personne aujourd'hui. Personne. Donc, quand on parle d'un système de retraite, on devait avoir quand même un minimum de garantie. Aujourd'hui, le LPP ne le donne pas. Le LPP, c'est juste un arrêt, une station dans la descente. La descente, elle est substantielle, elle continuera. Et on le sait. Parce que dans cette votation, on mélange deux choses. Comment compenser l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes? Et là, on dit on fait quelque chose pour les salaires les plus bas. Mais cet exercice, j'ai fait cet exercice 30 ans en arrière avec une caisse qu'on cotisait depuis le premier franc. Quand on a fait les calculs, qu'est-ce que ça signifie à la fin? Eh bien, c'est les rentes complémentaires. C'est vrai, il y a une exception. C'est les personnes qui partent à l'étranger, qui sont étrangers, qui ne touchent pas les rentes complètes. Ça, c'est la catégorie qui est, enfin, si la votation serait refusée, qui serait perdante. Mais le gros des perdants là-dedans, c'est l'ensemble des salariés. Ça, c'est une garantie. Donc, je pense, l'idée qui est sur la table, comme Pietro il a dit à juste titre, on ne peut pas demander à Massot qu'on va toucher son avoir. Il va vous pendre tout de suite. N'importe qui vous va pendre. D'accord. Mais est-ce qu'il faut rajouter de l'argent dont on sait l'efficacité, elle est nulle, on est perdant par rapport à la vieillesse, ou il faut se dire, OK, tout ce qui est surobligatoire, si les entreprises veulent le garder, ils le gardent. L'avoir, il est garanti. Mais désormais, dans le pot, on verse à la vieillesse et on augmente. Et s'il y a une chose qu'on peut corriger, parce que les choses ne sont pas immuables, c'est bien sur la vieillesse qu'on peut agir collectivement, contrairement à la LPP, que tu n'as aucune emprise. Quant à la gestion du LPP, personnellement, je ne donnais pas mal. Essayez de vous battre, parce que c'est la même chose que de se battre sur les salaires. C'est exactement la même chose. Au bout, vous êtes foutu dehors. Voilà le résultat. Est-ce que quelqu'un veut répondre? On va peut-être donner... Il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer. Oui, bonjour. Moi, j'ai une remarque complémentaire en plus, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de placer de l'argent en fait sur les marchés financiers, aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a connu depuis les 100-150 dernières années. On sait qu'on a un profit qui est dû à la productivité qui a augmenté grâce au pétrole. On sait maintenant pertinemment que le maximum de pétrole a été atteint en 2008. On a eu la crise des subprimes qui a été provoquée par cet effondrement de la quantité produite qui a passé par son maximum. Et on sait qu'en 2030, en Europe, on va avoir quasiment une réduction de, selon Jean Covici, d'à peu près entre 2 à 20. Donc, veut dire des rendements aussi pour les sociétés qui vont utiliser l'argent du pétrole pour produire, parce qu'on sait que la productivité vient du fait du pétrole qu'on utilise pour augmenter cette capacité que l'homme a de fabriquer des objets grâce à du pétrole, tandis qu'avant on le faisait avec des chevaux. Donc, quand on en arrive à une situation où on sait que dans 2025-2030, on va avoir des difficultés à avoir des rendements sur les placements financiers, on sait qu'on va avoir des baisses qui vont se profiler parce que les productivités intrinsèques de tous les systèmes vont baisser dû à la quantité de gaz et de pétrole qui vont être en diminution, que le nucléaire, on l'a mis en berne. Donc, on va avoir des problèmes d'énergie qui vont être disponibles en quantité insuffisante pour pouvoir soutenir la productivité telle qu'on a, et que tout ce qu'on a eu dans le système aussi social qu'on a mis en place depuis les années 60, ça a été grâce à la productivité due au pétrole que ça a été financé. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer vouloir mettre tous nos œufs dans le deuxième pilier en sachant que ça va être un produit perdant sur les placements financiers dans 2025-2030? Alors
tout ceci, c'est compliqué, mais ça veut dire qu'on est plutôt dans une faveur de l'AVS à favoriser le premier pilier qu'un deuxième pilier qui sera risqué. Au casino, je ne mettrai pas un sou sur le deuxième pilier. On prend peut-être encore une intervention si on a une, et puis après on peut faire une réaction générale. Plus personne? S'il y a des questions aussi à l'un ou l'autre des intervenants. Ok. Alors, je vous laisse, peut-être quelqu'un veut réagir à ces deux interventions. Oui, personne ne peut prédire l'avenir, c'est certain, et je ne vais pas m'amuser à le faire. Mais moi, pour pas forcément les mêmes raisons que vous avez évoquées, mais je suis tout à fait pessimiste sur l'avenir du deuxième pilier. C'est pour ça que je crois que la droite se bat avec une telle... comment dire, je trouve pas le terme, mais détermination, ouais, voire hargne, un peu d'arrogance, parce que, et dans le coup de la 13e rente qu'ils n'ont pas vu venir, et dans ce coup-là, parce qu'ils ont fait cette réforme, ils ont trop attendu en quelque sorte, ils ont un peu péché par arrogance, c'est-à-dire l'incapacité de passer des compromis. Il y en avait un qui était sur la table, ça aurait été difficile de le signer, et je pense qu'il était parfaitement acceptable pour la droite d'ailleurs. Et voilà. Mais bon, ça c'est leur problème, et tant mieux qu'ils en ont. Le fait, c'est que ils sont, je pense que les gens qui détiennent les manettes du pouvoir, je ne suis pas en train de faire du complotisme, mais je veux dire, il y a effectivement les assureurs ont un poids extrêmement important là-dedans, les banques aussi, enfin l'industrie financière a un poids extrêmement important dans le deuxième pilier, et je pense qu'ils sont assez conscients qu'on va aller vers des temps assez difficiles, en tout cas peu prévisibles. Et ça, c'est le poison pour les marchés. Alors, je ne sais pas si le pétrole fera ceci ou cela, aucune idée. Il y a d'autres choses qui peuvent remplacer les gains de productivité, surtout quand on pense à l'intelligence artificielle. Mais j'en sais rien, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas vers quelque chose de très calme, avec un champ de croissance économique assuré pour les 30 ans qui viennent. On ne va pas vers les 30 glorieuses. Probablement pas. Et on a vu des marchés qui ont pris un degré d'instabilité nettement plus grand depuis le début des années 2000 qu'avant. Je ne vois pas tellement de facteurs qui nous indiquent que ça va se stabiliser. Mais encore une fois, impossible de prédire l'avenir. Donc, compte tenu de ça, je pense que la droite, que vous représentez ici, mais vous êtes une personne, je suis sûr que vous ne partagez pas tous les encore heureux, donc il y a encore d'espoir. Mais je pense que la droite, qui est hégémonique en Suisse depuis toujours, ne veut en tout cas pas abandonner cette poule aux œufs d'or pour le secteur financier, parce que j'insiste, ceux qui, année après année, ont encaissé, c'est quand même le secteur financier, pas que les assurances, c'est quand même eux qui encaissent année après année. C'est 1200 milliards qui représentent le chiffre d'affaires potentiel pour l'industrie financière. Il n'y aurait pas le deuxième pilier, il n'y aurait pas 1200 milliards. Et donc, évidemment, ils ne vont pas cracher là-dessus. Une fois et demie le PIB de la Suisse dedans, c'est quand même pas mal comme gâteau. Et donc, il y a une détermination à faire survivre le deuxième pilier en prenant des réformes, mais qui peuvent être prises, pas parce qu'ils sont méchants, c'est structurel, qui ne peuvent être prises que sur le dos des assurés. Donc, ça veut dire alors qu'on est devant une question politique. Et parce qu'on est devant une question de rapport de force politique. Et c'est dans ces termes qu'il faut réfléchir. Moi, je ne peux pas trop dire de grand-chose en plus concernant l'avenir, parce que franchement, voilà, c'est très difficile de tirer des... Bon. Mais je suis pessimiste sur l'avenir du deuxième pilier. Il va très mal. Il va très mal, ce qu'on-là. Est-ce que quelqu'un a encore envie d'ajouter quelque chose? Allez-y. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui ont été posés sur la table dans cette ouverture à la salle. Je partage certains éléments. Je suis pas forcément pessimiste, autant pessimiste pour l'avenir que ça. Pourtant, il y a quand même passablement de soucis à se faire.
Ouais, la question de la crise des subprimes, elle est aussi liée à l'industrie financière américaine, hein, qui a monté des paquets assez pourris et pas uniquement à la crise et à la productivité du pétrole. Donc là, il y a aussi des questions de régulation des marchés qui sont posées là derrière. Maintenant, sur la question des retraites, qu'est-ce qu'on choisit comme stratégie face à cette incertitude à laquelle on est confronté? Est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier, comme ce qui est connu dans d'autres modèles de prévoyance vieillesse, comme en France par exemple, dans un système par répartition, ou est-ce qu'on divise en plusieurs piliers différents qui ne reposent pas forcément sur les mêmes mécanismes de financement? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que plus on diversifie, mieux c'est. Donc voilà, c'est ça un peu mon analyse sur la question, c'est de dire bon ben voilà, on a différents piliers avec différents fonctionnements et différents modes de financement qui nous permettent, sauf cas de catastrophe grave, hein, à tourner plus ou moins par rapport au montant qui était promis et mis au départ. Voilà, c'est ça la question, parce que c'est clair que si on refuse cette réforme et si la gauche poursuit ses efforts, il n'y aura plus de deuxième pilier, on aura tous nos œufs dans une forme d'AVS un peu étendue, et puis voilà, il n'y aura que ce pilier-là, et s'il se casse la gueule, on est tous sur le cul, et puis il ne nous restera pas grand-chose. Voilà, je ne sais pas si vous voulez encore rajouter un dernier mot avant que passe une partie informelle. Un dernier mot, parce que disons, l'enjeu, en tout cas, dans les débats, on nous reproche souvent de vouloir tuer le deuxième pilier. Alors moi, je partage ce qui a été dit aussi sur l'avenir, hein, et la problématique de la croissance, hein, qui va un jour ou l'autre s'arrêter, disons, en tout cas, qui devrait, pour des raisons de survie de la planète, s'arrêter. Donc ce système, il est inadéquat, il est désuet, il est obsolète par rapport à ces enjeux climatique qu'on vit aujourd'hui, et par rapport au fait de mettre tous les œufs dans son panier, je ne vois pas où est le problème, hein, si le panier il est solide, et le panier de l'AVS il est solide, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Depuis 1948, il a tenu, il a passé de pas mal de crises, et sa force c'est aussi justement que l'argent circule, hein, et qu'il n'y a pas d'accumulation. Tandis que la LPP, il faut bien voir qu'elle est en place depuis 1985 seulement. La première génération qui va partir à la retraite avec ce système obligatoire, c'est l'année prochaine, c'est 1965. Toutes les promesses faites à l'époque de l'entrée en vigueur n'ont pas été tenues. Je vous rappelle qu'il y avait un taux de conversion de 7,2 et un taux d'intérêt, on n'en a pas parlé des taux d'intérêt, mais un taux d'intérêt fixé dans la loi de 4%. De 4%. Et c'est ça qui avait été promis aux gens. Et à cause des marchés, on n'a pas pu tenir ces promesses. Donc les marchés, ce n'est pas la bonne solution pour assurer nos retraites. Parce que pour moi, un système de retraite, quel qu'il soit, il a un objectif prioritaire qui est d'assurer nos retraites. Et c'est ça le but. C'est pas de faire du business, c'est pas d'investir, c'est pas de nourrir des managers, des assurances ou je ne sais quoi. C'est d'assurer nos retraites parce que c'est important. Et donc, je pense qu'il faut renvoyer ce projet de la LPP à son expéditeur, hein, et reprendre les choses. Ce n'est pas parce qu'on a depuis 20 ans pas de réforme sur la LPP qu'il faut en faire une mauvaise. Il y a même une partie du patronat qui est opposée à cette réforme. Donc elle est vraiment mauvaise, hein, et donc il faut la renvoyer à son expéditeur le 22 septembre. Merci, je crois que c'était très riche. Grand merci pour votre participation. On peut encore continuer de manière informelle. Il y a un petit apéro de l'autre côté, je crois. Oui. Et donc, vous êtes toutes et tous bienvenus pour partager encore un verre ici. Merci pour votre participation. Un grand merci à nos 3 intervenants, intervenantes d'avoir été avec nous ce soir. Et le livre et les journaux que vous pouvez prendre gratuitement.